Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des droites de régression. Vous savez, ça fait longtemps qu'on vous dit que on va mettre sur notre site des droites de régression. C'est fait, vous pouvez les trouver. Et donc on va faire deux vidéos. Une première vidéo sur YouTube, donc accessible à tout le monde. On va parler un peu du principe général, qu'est-ce que c'est qu'une droite de régression. Et puis une deuxième vidéo qui sera réservée à nos abonnés, sur laquelle on va expliquer comment utiliser ces graphiques qu'on met à votre disposition pour gagner plus d'argent et prendre moins de risques, les deux simultanément. Alors bon, ces graphiques, ils portent sur des milliers de valeurs cotées dans le monde et ils sont accessibles à tous nos abonnés, qu'ils aient l'abonnement analyse, expertise ou premium. Voilà. Alors, parlons un peu des droites de régression. Alors, on avait fait une vidéo sur un sujet qui est annexe, mais qui est un peu comme une introduction aux droites de régression, qui était sur les systèmes simples et sur les systèmes complexes. Donc, Maxime vous mettra une petite référence, vous pourrez cliquer dessus et aller la revoir. Mais pour dire de manière très simple, comme vous le voyez là, il y a un vol de canard. Ça veut dire que un vol de canard, on vous l'a mis parce que c'est un système simple. Il n'y a pas beaucoup d'éléments et les canards, ils volent tout droit d'un endroit à un autre. Voilà, ça peut être des canards, ça peut être des oies. Bon. Et puis il y a également dans notre environnement des systèmes complexes. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo là, on vous a mis un vol des tourneaux. C'est un système complexe. Alors, vous voyez que le vol des tourneaux, même s'il va comme les canards ou les oies, d'un point A à un point B, eh bien, il fait toute une série de volutes, parce que c'est un système complexe. Et vous voyez, c'est très beau d'ailleurs, la complexité, c'est vraiment quelque chose de très beau. Et ce qui caractérise la bourse, c'est un système complexe. C'est pas un système simple. Et donc, qu'est-ce qui caractérise un système complexe? C'est deux choses. C'est ce que les scientifiques appellent une irréversibilité des événements, et cette irréversibilité fait qu'il y a ce qu'ils appellent une flèche du temps. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une volatilité, vous voyez ces fameuses volutes, il y a une volatilité qui est imprévisible, qui n'a pas de causalité traçable, et qui voilà. Et c'est ces deux éléments qu'on va retrouver dans nos droites de régression, enfin dans nos graphiques qu'on appelle les droites de régression. Alors la droite de régression, c'est la flèche du temps. Et puis, vous allez voir que la volatilité, c'est ce qu'on retrouve à travers l'écart type. Et donc, c'est ces deux notions que je vais un tout petit peu fouiller pour vous maintenant. Alors, je vous ai mis ici le graphique du CAC 40 depuis presque 30 ans. Alors, vous voyez, l'évolution en bleu, c'est l'évolution des cours journaliers. Donc, à la fin de chaque journée, on a pris le cours du CAC. Et puis ça fait une série de points, et puis ces séries de points, ça fait une courbe qui est en bleu. Et puis vous voyez en rouge, il y a la droite de régression. Et puis vous avez des petits pointillés qui tracent les écarts types. Alors commençons par la droite de régression. Donc cette tendance longue rouge sur le graphique. Qu'est-ce que c'est qu'une droite de régression? Eh bien finalement c'est ce qui représente le mieux la distribution des différents points, sachant encore une fois que la courbe c'est une addition de différents points sur le graphique. Donc elle établit, si vous voulez, la tendance de ces points. Vous vous rappelez comme le vol des tourneaux, il va à gauche, il va à droite, on ne sait plus très bien, mais en fait il va aller d'un champ A à un champ B, il a une tendance, voilà, il a une direction. Et donc la droite de régression, elle permet de voir cette direction, cette tendance du nuage de points. Bon. Elle établit également, on pourrait dire qu'elle établit une loi, enfin c'est ce que nous pensons chez Hibou, même si on va le relativiser plus tard. Elle établit une loi où, si vous voulez, l'axe des Y est déterminé en fonction de l'axe des X. L'axe des X, c'est la date, tout simplement. Vous voyez, c'est dans le temps. Et donc, il y a une fonction où si vous mettez que c'est telle date, et ben ça va vous donner tel cours sur la droite. C'est préétabli parce que c'est une droite, il y a une linéarité, c'est une droite. Et donc, qu'est-ce que ça présuppose une fois qu'on a dit ça? Ça présuppose deux choses, si vous voulez.
La première, c'est que il y a une constance dans la rentabilité des sociétés, puisque finalement le cours d'une société, c'est rien d'autre que son bénéfice multiplié par un PER. Donc ce bénéfice, ce n'est rien d'autre que le fruit d'une rentabilité de la société. Donc s'il y a une tendance qu'on peut tracer sur le long terme, si on dit que c'est une loi qu'on peut prolonger, ben, ça veut dire qu'il y a une forme de constance dans la rentabilité de la société. Donc ça, c'est le premier point que nous posons, nous, à travers ces graphiques. Et le deuxième point, c'est que, bon, bah, bien évidemment, la rentabilité d'une société, elle n'est pas égale, elle n'est pas la même d'une année ou une autre. Si vous prenez par exemple 2020, s'il y a une année où il y a eu le Covid, bon, bah, la rentabilité des sociétés, elle est généralement faible. Bon, beaucoup plus faible qu'en 2019. Donc on peut pas dire ça année après année, mais si vous voulez, on peut dire ça le long du cycle. C'est-à-dire, on va considérer qu'il y a une certaine stabilité de la rentabilité des sociétés le long du cycle. Et donc, comme l'économie est cyclique, plus elle subit des éléments aléatoires, si on va avoir une bonne tendance longue, droite de régression longue, sur laquelle on puisse se baser pour travailler, eh ben, il faut la prendre sur une longue période. Si vous voulez, il faut au moins 2 cycles, un cycle baissier, un cycle haussier, pour avoir quelque chose qui tienne à peu près la route. Si vous prenez une droite de régression sur simplement 5 ans de cours, et que par exemple ces 5 années soient baissières, bah, pour le cours de l'action, ne serait-ce que parce que vous allez avoir une influence du PER, parce que le PER va passer par exemple de 20 à 10, pour des raisons de psychologie, d'environnement, etc., bah, vous n'allez pas avoir quelque chose de fiable. Tandis que si vous prenez 25, 30 ans, bon, bah, même si le PER évolue de 20%, divisé par 30 années, vous voyez, ça fait pas grand-chose. Donc, vous pouvez avoir une petite dérive de l'évaluation de la rentabilité par le PER, mais finalement très faible. Et puis, vous allez avoir la rentabilité dans différents cycles, avec différents aléas, et vous allez avoir quelque chose qui va être un grand nombre, quoi, suffisamment grand pour qu'on puisse considérer qu'il est solide. Donc il faut au moins prendre, je dirais, 25 ans, et c'est donc ce qu'on a fait là. Ça nous a demandé beaucoup de travail, on n'y arrive pas toujours, mais c'est compliqué de trouver les cours sur 30 ans parce qu'il y a des splits, etc., sur beaucoup de valeurs. Voilà, mais c'est ce qu'on a fait. Donc ça, c'est la droite de régression qui vous donne donc la tendance à long terme de progression d'un cours en bourse qui donc est assise sur la tendance de la rentabilité à long terme de la société. Bon. Et puis l'autre chose que l'on a, c'est à côté de la flèche du temps, c'est donc la volatilité, deuxième chose importante dans un système complexe. Et la volatilité, comment est-ce qu'on la mesure? On la mesure par les écarts types. Donc on vous a remis le graphique du CAC 40 et vous voyez, on vous a mis des petites flèches, des grosses flèches pour que vous les voyez en orange, qui marquent les écarts types. Donc vous voyez, là on en a mis 4. Donc il y a un écart type au-dessus de la droite de régression, un deuxième écart type au-dessus de la droite de régression, un écart type en dessous de la droite de régression et un deuxième écart type en dessous de la droite de régression. Voilà. C'est l'écart type. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écart type? Eh ben, c'est une mesure, il y en a d'autres, mais c'est une mesure très intéressante de la dispersion des différents points sur le graphique autour de la droite de régression. Et donc ça veut dire que plus l'écart type est grand, plus les points sont éloignés en moyenne de la droite de régression, donc les uns des autres. Et plus les écarts types sont petits, moins les points sont éloignés de la droite de régression, donc les uns des autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, comment est-ce qu'on le calcule? Imaginez que, par exemple, on prenne 4 individus, et puis il y en a un qui fait 2 mètres, un qui fait 1,80 m, un qui fait 2,20 m et un quatrième qui fait également 2 mètres. Bon, bah, si vous voulez, c'est la moyenne de tout ça, 2 mètres, 2 mètres, 1,80 m, 2,20 m, vous avez bien vu, c'est 2 mètres. Bon. Et donc, ça, disons que c'est ma droite de régression. Et puis, à partir de là, va falloir, même si on ne la calcule pas comme ça, c'est pour simplifier, il va falloir que je calcule l'écart type. Et donc, l'écart type, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'écart de chacun des points. Donc, quand vous avez 2 mètres par rapport à 2 mètres, c'est 0. Et quand vous avez 2,20 m par rapport à 2 mètres, c'est 20 cm. Et 1,80 m par rapport à 2 mètres, c'est également 20 cm. Et donc, on va faire 0 à la puissance 2
plus 0,20 à la puissance 2, plus 0,20 à la puissance 2, plus 0 à la puissance 2, divisé sur 4, et le tout, la racine du tout, hein, la racine de ce chiffre. Et ça vous donne l'écart type, et en l'occurrence, c'est 14 cm. Donc, vous voyez, c'est pas parfaitement intuitif, parce qu'on aurait pu dire c'est 10, ou non, c'est 14. Donc voilà, et c'est comme ça, si vous voulez, alors à plus grande échelle, hein, quand il y a des milliers de points, à plus grande échelle, qu'on calcule, c'est une forme de moyenne, si vous voulez. Alors, à partir d'un échantillon important de points, ce qui est intéressant, c'est que si on n'a pas 4 points, mais si on en a 1000, 2000, 3000, ce qui est intéressant, c'est de constater que si je trace une courbe des points par rapport à la droite de régression, eh bien, je vais avoir une courbe en cloche. Hein. Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle la loi normale, ou la loi de Gauss, c'est-à-dire que presque toujours, si vous avez une série d'éléments comme ça, de points que vous marquez, et avec un positionnement aléatoire, eh ben vous allez les retrouver. C'est une loi quasi universelle. Vous allez les retrouver dans une cloche, voilà, dite loi normale, avec une assez forte concentration dans le premier écart type, et très forte si vous prenez les deux écarts types. Alors, c'est-à-dire, je vous montre comment ça se présente, mais qu'est-ce que ça veut dire, si vous voulez? Ça veut dire, par exemple, que si moi je me promène au bord de la mer, sur les plages de galets, ça m'arrive, puis au bout d'un certain temps, je sais pas pourquoi, je prends des galets, puis je me mets à les jeter dans la mer, vous savez, pour essayer de faire des ricochets, puis j'en jette un, puis j'en jette deux, puis j'en jette trois, puis j'en jette 100, bon. Et si je devais, et puis forcément, parce que moi je suis pas très adroit, bon, ils vont pas atterrir au même endroit. Et ben si je dois faire la moyenne des endroits où ont atterri ces petits galets que j'ai envoyés pour faire des ricochets, je vais avoir un point central qui va être la moyenne, qui va être la droite de régression, puis je vais avoir un écartement de chacun des points où est tombé le galet par rapport à cette droite de régression. Hein, vous me suivez? Eh bien, si c'est moi qui fais ça, ou si c'est vous, ou si c'est n'importe qui, on va trouver le même résultat. C'est extraordinaire. Mais vous pouvez dire ça pour n'importe quelle autre chose. Si vous mettez, par exemple, faites tomber avec un arrosoir des gouttes d'eau, eh ben, les gouttes d'eau vont tomber avec exactement la même dispersion. Alors, pas le même écart type, hein, entendons-nous, rappelez-vous, l'écart type peut être plus ou moins large. Hein. Alors, je vous donne un autre exemple, complètement différent, pour que vous compreniez ce problème d'écart type. J'essaie de mesurer une table. Bon, bah, je prends un mètre et je mesure, elle fait 1,99,99 m. Bon. Je repose le mètre et puis quelqu'un qui est avec moi dit, mais non, t'as pas pris les bonnes mesures, je vais les prendre. Il les prend et lui, il trouve 1,99,98 m. Alors, moi, je reprends le mètre, je mesure, et je trouve 1,99,80 m, etc. Et si on le fait, en fait, parce que on n'est jamais précis, très très précis, mais on est assez précis quand on mesure. Mais on va tellement avoir des toutes petites différences, peut-être au deuxième point, après la virgule, hein, surtout en termes de centimètres, donc en termes de millimètres par exemple. Bon. Eh bien, si je prends ces différentes mesures, je vais également trouver la même courbe en cloche, c'est la même loi normale, c'est-à-dire que l'essentiel de nos observations vont se retrouver entre plus ou moins un écart type. Mais là, l'écart type sera tout petit, parce que ça, on a pris des mesures. Et presque tous seront entre plus 2 et moins 2 écarts types. Hein. Donc, vous voyez que je lance des cailloux, ou que je prenne des mesures, je vais avoir des écarts types de tailles différentes, ou que je verse de l'eau avec un arrosoir, ou je compte là où arrivent les gouttes. Mais peu importe, je vais toujours avoir une distribution en forme de cloche. Et alors, voilà, on vous l'a mise ici, ce qu'on appelle la courbe de Gauss. C'est ce qu'on appelle la loi normale, parce que c'est presque toujours comme ça. Et donc, vous voyez que à peu près 34% des cas, je vais être à plus ou moins un écart type. Entre la droite de régression et moins un écart type. Et 34% des cas, je vais être entre la droite de régression et plus un écart type. Et puis, si je vais entre 1 et 2 écarts types, je vais avoir 13,6% dans un sens et 13,6% dans l'autre. Et donc, voilà, c'est résumé là dans le tableau qu'on vous a mis ici. Des intervalles de fluctuation pour une distribution gaussienne, donc loi universelle
Et donc vous voyez que 95% du temps, les cours sont entre plus 2 et moins 2 écarts types. Et c'est très très intéressant, hein. Vous comprenez, parce que ça veut dire que si vous arrivez à avoir la droite de régression d'une valeur, que vous arrivez à avoir l'écart type, et ça vous arrivez à les avoir dès lors que vous prenez une durée assez longue. Bon, eh bien vous pouvez être sûr que dans 95% du temps, eh bien votre cours, il va être entre plus 2 et moins 2 écarts types. Voilà, c'est très très intéressant. Alors on va regarder ça avec quelques exemples, hein, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, à la fois la droite de régression et les écarts types. Bon, on va prendre des titres très connus. Voilà, on va prendre L'Oréal. Alors, L'Oréal, on va commencer par regarder la droite de régression. Donc, vous avez ici le graphique de L'Oréal depuis presque 30 ans. Et en rouge, vous avez la droite de régression. Et vous voyez que cette droite, elle a une pente de 11%. C'est très fort, hein, 11% de pente. Ça veut dire que si vous voulez, en dehors des fluctuations de marché, L'Oréal a rapporté à la personne qui avait acheté ce titre 11% par an. C'est considérable, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à la caisse d'épargne vous avez 1%, enfin vous aviez 1 ou 2%, là 13 ou 14% par an pendant 30 ans, hein, tous les ans en moyenne. Voilà. Alors ça c'est une première chose qui est très intéressante à noter, surtout que si on prend une autre société qui est AXA, AXA a une droite de régression, vous voyez, une tendance longue, hein, donc, et vous voyez que cette droite de régression linéaire, elle a une pente de 5,6%. Presque la moitié de L'Oréal, hein. Donc ça a été 2 fois moins rentable d'avoir de l'AXA que du L'Oréal, hein. Et je prends un troisième exemple qui est ArcelorMittal. Alors vous voyez, je descends volontairement parce que plus vous avez des sociétés anciennes, et plus elles sont capitalistiques généralement, et plus elles sont capitalistiques, ben moins elles sont rentables. On vous expliquera ça plus tard, hein, dans les autres vidéos. Mais donc, vous voyez, la pente, la droite de régression d'ArcelorMittal, c'est plus 2,6% par an. C'est moins bien qu'AXA et c'est nettement moins bien que L'Oréal. Donc, dans un premier coup d'œil, hein, vous pouvez savoir quelle est la pente de la droite de régression et donc quelle est la rentabilité à long terme pour un investisseur d'un placement dans une société. Et déjà, ça, c'est remarquable, hein, comme résultat auquel on arrive. Mais encore une fois, il faut prendre à peu près 30 ans de cours, sinon c'est pas valable. Et la deuxième chose qu'on va regarder, c'est l'écart type, hein. La tendance longue, parce que la flèche du temps, et puis la volatilité, c'est-à-dire l'écart type. Alors, on va prendre la volatilité de L'Oréal. Donc, quelle est la taille de l'écart type? Ben, l'écart type, il fait 33%. C'est-à-dire que le coût, si vous mettez plus un écart type au-dessus de la droite de régression, vous êtes 33% au-dessus du cours de la droite de régression. Voilà. Et si vous êtes 2 écarts types, à 66%. Bon. Donc, ça veut dire que c'est assez, c'est un écart type assez grand. Bon, l'écart type du marché, si vous voulez, c'est à peu près 30%. Donc, on est à peu près aussi volatile que le marché. Alors, si vous prenez AXA, l'écart type est plus grand. Hein, on a un écart type de 47%. Ça veut dire que, voilà, la volatilité de l'action est presque 50% plus forte chez AXA que chez L'Oréal, alors que la rentabilité est quasiment 2 fois moins forte. Vous voyez, c'est très très intéressant. Et j'ajouterai quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête, parce que c'est ça qui déboussole généralement les investisseurs, c'est que vous avez déjà repéré, hein, que la taille de l'écart type est très très supérieure à la pente de la droite, hein. Alors, dans le cas de L'Oréal, on a 33% de taille pour 11% de pente, donc l'écart type est 3 fois plus grand, la volatilité est 3 fois plus forte. Et si vous prenez AXA, je me souviens plus, mais je crois qu'on avait à peu près 6%, un peu moins de 6% de pente de la droite de régression, on a 47%. Donc si vous voulez, c'est 7 fois et demi, 8 fois, disons 8 fois parce qu'on a un peu moins de 6, plus volatile que rentable, hein. Et donc ça, vous comprenez, c'est très très déboussolant, c'est pour ça que les gens sont déboussolés en bourse, parce que la volatilité est considérablement plus importante que la tendance longue, que la rentabilité à long terme. Donc on peut avoir l'impression, même si on a une très belle rentabilité à long terme, même si on est L'Oréal, si on a un choc de marché, on
On a l'impression qu'on perd de l'argent, qu'on ne sait jamais où on va, etc. Et là, on va vous expliquer, n'est-ce pas, dans la deuxième vidéo, comment on va faire du judo. C'est-à-dire que cette force du marché, on va l'utiliser, hein, on va vous montrer comment l'utiliser à votre profit. Voilà. Bon, enfin, on retient qu'AXA, c'est beaucoup moins rentable que L'Oréal et beaucoup plus volatile. Et si je vais voir ArcelorMittal, vous avez un écart type de 134%. Pour une pente de 2%, donc vous avez 50 fois plus de volatilité que de rentabilité. 50 ans. Pour avoir 50 ans, si vous êtes mal positionné par rapport à la volatilité, vous avez besoin de 50 ans de rentabilité pour vous rattraper, hein, aux branches. Donc vous voyez, c'est très important de prendre tous ces éléments en compte, et c'est ça qu'on va faire, et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Comment utiliser intelligemment ces droits de régression pour augmenter la rentabilité de vos investissements tout en réduisant le risque que vous prenez. Voilà, à très bientôt dans une deuxième vidéo.